Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette troisième édition de la REF, la rencontre des entrepreneurs de France, organisée par le MEDEF à l'hippodrome Paris-Longchamp. Et bienvenue à notre table ronde sur le sujet du télétravail, le télétravail souhaité plutôt que le télétravail subi. Je suis Christopher Sullivan, je dirige ICDL France, la branche française de la certification de compétences numériques. Depuis plus de 20 ans, nous apportons aux individus, aux entreprises, aux organisations à travers le monde des outils d'évaluation et de certification de compétences numériques. En France, au travers de notre réseau de 800 entreprises de formation habilitées ICDL, nous avons évalué et certifié plus de 300 000 personnes sur les outils numériques, allant des compétences initiales, toute la partie inclusion des compétences numériques, mais en passant aussi par la bureautique, le codage informatique, l'édition image, la création de sites web, la cybersécurité et enfin, liste non exhaustive, il y en a beaucoup plus, mais je ne vais pas vous les citer. Mais pour arriver enfin aux compétences liées au télétravail, le sujet qui nous réunit tous ici aujourd'hui. Donc pour la petite histoire, le module outils collaboratifs qui existait déjà depuis longtemps chez ICDL a été scindé en deux, d'ailleurs sous l'impulsion de la France, parce qu'on a voulu faire un volet outils collaboratifs, tous les outils Windows, Microsoft 365 ou Google Workspace par exemple, donc toute la partie outils collaboratifs, visioconférence, outils de stockage, de télétravail, etc. Et un deuxième volet sur les bonnes pratiques du télétravail. C'est d'ailleurs quelque chose que nous allons discuter aujourd'hui. C'est toutes ces mutations aujourd'hui qu'implique le télétravail qui est le sujet d'aujourd'hui, et ce sujet est absolument passionnant, mais c'est surtout devenu un enjeu incontournable des entreprises pour aujourd'hui mais aussi pour demain. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir des personnes qui ne sont pas des experts. L'objectif de cette table ronde, ce n'est pas d'apporter un seul point de vue technique, mais plutôt d'élever le débat, d'apporter un peu des idées, une réflexion, des personnes extrêmement intéressantes au travers de leur parcours et de leurs témoignages. J'ai donc l'immense honneur de vous présenter Paola Fabiani. Bonjour. Présidente et fondatrice de Wisecom et présidente du COMEX moins de 40 du MEDEF et membre du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Bonjour Paola. Bonjour. Nadine Gagné, présidente fondatrice, manager consultant, également secrétaire générale de la FFP, qui s'appelle dorénavant les acteurs de la compétence, anciennement donc la Fédération de la formation professionnelle. Et puis tu es également administratif APEC. Et puis enfin Fabien Giosserran, directeur adjoint de la division fragrance du groupe Robertet. Bonjour Fabien. Bonjour Christopher et merci. Fabien, cette première question s'adresse à toi. Tu diriges une équipe de collaborateurs au sein du groupe Robertet. Je précise, pour ceux qui ne connaîtraient pas le groupe Robertet, qu'il s'agit d'une entreprise basée à Grasse qui crée des parfums, des arômes. Vous êtes d'ailleurs le leader mondial des ingrédients naturels. Vous employez 2000 salariés et vous avez généré en 2019 un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros environ, et puis cette année vous ciblez les 600 millions d'euros, félicitations. Alors vous n'êtes typiquement pas l'entreprise idéale pour parler de télétravail, parce qu'on se dit qu'il y a quand même une partie dans les laboratoires et dans les usines. Ceci étant dit, comme toutes les entreprises en France, le 17 mars 2020, vous avez été plongé dans ce premier confinement, 55 jours de confinement. Est-ce que tu peux partager avec nous comment tu as vécu ce confinement et comment vous l'avez vécu au sein de votre entreprise et quelle approche vous avez eue par rapport au télétravail? Eh bien d'abord merci de nous recevoir effectivement et de faire parler un petit peu les entreprises industrielles, parce que c'est vrai que sur ce paysage du télétravail, comme il y a moins, je pense, de tissus représentatifs industriels, souvent la voix des industriels est un petit peu moins portée. Il faut savoir que justement, comme tout type d'entreprise industrielle, notre métier est composé de services et d'usines, et donc forcément le 17 mars, ce qui a été fait immédiatement, ça a été, alors on va parler de la France, mais vous imaginez que la situation s'est faite sur tous les pays sur lesquels nous avons une filiale, plus de 40 pays qui avaient chacun adopté des règles de confinement différentes, des méthodes, voire des certificats d'essentialité, parce que c'est comme ça que le nom se prenait. Et la chose qui a été faite, ça a été de déterminer dans l'entreprise, donc nos 1000 salariés grassois, pour ceux qui sont basés en France,
qui était personnel télétravaillable, qui n'était pas personnel télétravaillable, en mettant bien sûr de côté les usines qui elles ont directement continué l'activité. Donc on a eu un confinement quasi immédiat parce qu'en 48 heures l'entreprise a été vidée de tout le personnel télétravaillable. Les usines ont continué mais avec des roulements beaucoup plus larges et là je dois remercier vraiment l'appui de tous les partenaires sociaux chez Robertet. Alors souvent on tape sur les partenaires sociaux, en l'occurrence je trouve que dans les entreprises industrielles on oublie aussi que les partenaires sociaux sont de vrais partenaires et donc immédiatement toute l'entreprise s'est organisée afin d'étendre les plages de roulement, afin de faire en sorte que les usines puissent continuer. Encore une fois on fournit l'industrie agroalimentaire et l'industrie de l'hygiène a priori, donc on est entreprise essentielle. D'ailleurs dans la plupart des pays on a eu justement ce genre de certificat qui permettait d'envoyer des biens, typiquement en Inde, typiquement à Singapour, vous ne pouviez plus ouvrir les portes sans ce type de certificat du gouvernement. Ensuite, en ce qui concerne l'administration, forcément, si vous avez des usines qui tournent, il faut des administratifs. Donc ceux-là ont été immédiatement mis en télétravail, et là aussi sous 48 heures. Et ensuite, je dois remercier une autre composante de l'écosystème de Robertet, c'est nos clients. Parce qu'il faut savoir que dans la parfumerie et dans les arômes, on vend des produits qui tournent, mais on crée aussi en permanence de nouveaux produits. Et on a pris la décision d'arrêter de créer. Et ça, dans un monde qui tourne à la vitesse à laquelle notre monde a l'habitude de tourner, où l'innovation d'aujourd'hui est déjà celle d'hier, on a eu un support total de nos clients en disant écoutez, nous on a des laboratoires qui sont là pour la création, ces gens-là ne peuvent pas télétravailler, physiquement c'est impossible, nos parfumeurs ne peuvent pas sentir à travers un ordinateur, les nez ne peuvent pas créer, donc on arrête toute l'activité pendant cette première période de confinement et on a eu un support intégral de nos clients sur ce point-là. Donc voilà, tout ça s'est fait, j'ai l'annonce le mercredi soir, je crois que l'annonce s'est faite le lundi midi, le mercredi soir, l'entreprise était vidée de quasiment un bon moitié de ses salariés. Et aujourd'hui, toujours, on a encore des segments qui restent en télétravail, des équipes qui restent en télétravail, soit partiel, soit avec des roulements, mais je pense qu'on y reviendra plus tard. D'accord, merci Fabien. Effectivement, on reviendra là-dessus plus tard pour voir comment ça se passe aujourd'hui, maintenant un peu plus d'1 an après. Paola, je me tourne vers toi. Voici un témoignage d'une entreprise. Tu es également administratif au MEDEF Paris, et le MEDEF Paris a sorti ce guide, le guide du télétravail. Un très beau recueil avec vraiment de très bonnes idées. Ce témoignage, avec les autres témoignages qui sont dans ce guide justement, est-ce que tu retrouves la même chose là que tu as trouvé dans ce guide? Alors, le guide, c'est avant tout un recueil de témoignages d'entrepreneurs et de dirigeants, donc forcément il y a des similitudes. Moi-même étant chef d'entreprise, et ce sont des chefs d'entreprise qui l'ont fait par rapport à ce qu'ils ont vécu. Effectivement, on retrouve deux choses assez logiquement différentes. C'est d'une part l'industrie, comme tu l'as très bien cité Fabien, et puis de l'autre côté le service. Et donc ça permet de voir finalement aussi bien à la fois les best practices, c'est ça ce qu'on a essayé de faire. On a avant tout essayé de se dire comment on peut aider finalement les dirigeants qui se retrouvent du jour au lendemain à mettre tout le monde en confinement et donc en télétravail, et comment on peut trouver des méthodes, des best practices, des choses concrètes qui vont pouvoir les aider. Ça a été l'origine. Après, pour ma part, nous on est un centre d'appel, Wisecom, on a monté un centre d'appel dans Paris un peu atypique, et à la différence, effectivement, on est un métier de service, ou vu comme le service. Donc tout le monde se dirait, les centres d'appel, évidemment, le télétravail comme ça. En fait, pas du tout. C'était pas du tout le cas. En fait, les centres d'appel n'étaient pas du tout rompus au télétravail et à la mise à distance, alors que pour autant, on a toute la technologie, le numérique, et je crois qu'on en reparlera après. Et donc effectivement, on a réussi à mettre en 24 heures l'ensemble de nos équipes grâce, encore une fois, à la cohésion sociale, au dialogue et au travail des équipes. Donc je pense que cette mise au télétravail, le premier point, moi je mettrais, c'est vraiment déjà un travail d'équipe de toute la boîte, de toutes les parties prenantes. Et je trouve qu'on a vu, et on le voit aussi à travers le guide, plein de belles choses qui se sont faites grâce à ça. Après, par ailleurs, on a eu pas mal de freins. On a eu des freins, notamment finalement sur le management, parce que centre d'appel dit beaucoup de personnes à gérer, dit des managers qui ont l'habitude en fait du concret, du face à face, et puis en plus on est français, donc on est latin, donc on aime bien finalement la culture de l'oral, du non-verbal. Moi j'appelle ça le concept de la machine à café. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se règlent à la machine à café, et des grosses difficultés, ça a été finalement de retranscrire ce management à distance, donc avec finalement beaucoup d'intensité, beaucoup de pression sur ces managers, sans pour autant se rabattre uniquement sur les chiffres. Parce que la tendance, c'est quand on voit plus les gens, on passe sur les chiffres.
Et là, en fait, on fait beaucoup d'erreurs. Parce qu'on ne se vous rend pas compte du non-verbal, du problème qualitatif, du risque et ainsi de suite. Donc on a mis en place pas mal de choses autour de ça. Ça a été un des premiers points. La deuxième difficulté qu'on a eue, c'est la culture de l'écrit. C'est-à-dire que finalement, on est dans un monde, on écrit beaucoup, le WhatsApp, le SMS, et donc naturellement, les échanges professionnels se sont vite rabattus sur du SMS et du WhatsApp, surtout quand on a des grosses équipes, on ne va pas tous les appeler toute la journée. Et donc là, finalement, c'est un peu, moi j'aime bien le comparer aux relations à distance. C'est un peu comme des relations à distance, des relations amoureuses. Quand on dit quelque chose en face à face et quand on envoie un SMS, ça peut vite être mal perçu. Ça peut, voilà. Et on a essayé d'éduquer nos managers. Ça a été un des points très important, c'est comment former les managers là-dessus et comment les faire progresser parce qu'ils sont devenus essentiels dans cette méthodologie à distance. Voilà un peu comment on l'a vécu à ce jour et je dirais à ce jour demain, comment ça se passe. Ok, merci Paola, merci pour cette transition aussi, on penserait presque qu'elle a été préparée. Justement, le management à distance, Nadine, tu vas pouvoir nous en parler parce que toi c'est au cœur de ton activité. Comment accompagner les managers pour télémanager? Oui, effectivement, donc ces témoignages sont effectivement très intéressants. On sait que le corollaire du télétravail, c'est le management à distance. Il n'y a pas de télétravail sans management à distance. Pour autant, effectivement, il faut que ce management à distance soit organisé, soit réfléchi. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, c'est une stratégie d'entreprise malgré tout. Il faut que les dirigeants sachent exactement, selon leur contexte, selon leur environnement de travail, leur business, selon leurs contraintes, comment ils vont mettre en place le télétravail. Après, c'est également une montée en compétences, et comme l'a dit effectivement et Fabien, c'est une montée en compétences de tous les collaborateurs, dont les managers. Donc, il est impératif que les managers soient effectivement eux-mêmes formés pour accompagner à distance leurs collaborateurs. Après, pour les managers, c'est un vrai challenge parce qu'en fait, c'est un challenge dans le sens où manager en proximité n'a rien à voir, ce n'est pas la même chose que manager à distance. Donc, on s'aperçoit aussi que les managers, en fait, découvrent que certains de leurs collaborateurs ont des compétences qu'ils ne soupçonnaient pas, voire également le contraire, c'est-à-dire que certains collaborateurs sont en difficulté et effectivement qu'ils ne le soupçonnaient pas non plus. Donc, il faut absolument qu'ils prennent conscience des enjeux, des défis de ce management à distance, de tout ce que cela implique. Et moi, je vois en fait 4 grandes dimensions. Alors, il y en a d'autres, mais celles-ci, pour moi, sont essentielles. C'est d'abord de créer le cadre pour réussir à manager et avoir du lien avec ses collaborateurs à distance. Donc, il faut poser des règles et que ces règles soient acceptées par toute l'équipe. Ensuite, il y a l'organisation à mettre en place. Là également, ça fait partie des choses à poser et il faut que cela soit fait très rapidement et accepté par toute l'équipe. Ensuite, il y a le pilotage. Alors, le pilotage de la performance, le pilotage de la productivité, parce qu'il ne s'agit pas que l'entreprise effectivement baisse en termes de productivité. Donc, il faut revoir très souvent les objectifs qui ont été fixés. Il faut les rendre certainement très concrets, les rendre atteignables, c'est-à-dire revoir un peu ce concept d'objectif et que les collaborateurs adhèrent à ces objectifs. Ensuite, il y a également un point qui est essentiel, et dont on parle assez souvent, c'est le contrôle. Alors, que mettons derrière le contrôle? C'est assez complexe. En tout cas, il faut qu'il y ait une forme de suivi, d'évaluation, de contrôle qui soit approprié aux situations, qui soit aussi selon la confiance qui doit être établie entre le collaborateur et le manager et le reste de l'équipe, de façon à ce qu'il y ait évidemment qu'il n'y ait pas une perte de cohésion d'équipe.
Donc c'est essentiel. Mais ce doit être fait selon les circonstances, selon les situations. Et un point qui est également fondamental, c'est la communication. Et je dirais que c'est certainement un des points essentiels au niveau du management à distance. C'est que les managers doivent prendre conscience de leur communication avec leurs collaborateurs, très souvent revoir leur posture managériale. Le management à distance demande beaucoup de bienveillance, de la flexibilité, de la souplesse, de l'écoute. Il faut absolument que les managers repèrent si un des collaborateurs est en souffrance ou en difficulté. Il faut absolument que cela se fasse par l'échange, bien évidemment, avec la mise en place de réunions qui doivent être alors formelles, informelles. Il doit rester de la convivialité, il faut continuer à garder le lien social, absolument, et la cohésion d'équipe. Donc tout ça doit être organisé, rythmé, et en accord avec l'équipe. Et enfin, je terminerai par un dernier point, parce qu'on pourra en parler beaucoup, mais sur plein de choses, mais qui est également la responsabilisation au niveau de ces équipes. C'est-à-dire réussir à donner de l'autonomie à ses collaborateurs, réussir à leur faire confiance et les responsabiliser par rapport à leur travail et par rapport à l'équipe à laquelle ils appartiennent. Okay. Voilà. Merci Nadine. J'ai relevé quelque chose dans ce que tu disais, c'était la remise en question. Fabien, de ton côté, un peu plus d'un an après ce premier confinement, le nouveau télétravail depuis 1 an et demi, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une remise en question? Est-ce que vous avez rencontré justement les limites, des difficultés aujourd'hui, ou en tout cas est-ce que vous vous remettez en question par rapport à la méthode, le télétravail que vous voulez mettre en place dorénavant? Déjà, moi j'aurais aimé avoir Nadine le 18 mars parce que j'aurais compris beaucoup de choses et on aurait tous compris beaucoup de choses. Non, je pense que il faut remettre aussi en perspective par rapport au contexte de quelle que soit la période, le boulot du dirigeant d'entreprise, et je dirais même quelle que soit la taille de l'entreprise, pour moi c'est de maintenir le point d'équilibre. Et là on est dans le déséquilibre ultime. On est dans le déséquilibre des gens qui, encore une fois, le 18 mars, on a des gens qui sont partis en pleurant, on a des gens qui ne pouvaient pas partir et qui sont restés dans des conditions terribles. On a des gens, je me rappelle, on se déshabillait tous en rentrant à la porte quand on devait aller travailler, et c'est des choses qui peuvent nous paraître, même aujourd'hui avec un petit recul, complètement surréalistes. Et ça, dans une entreprise, c'est une situation qui, peut-être à part des situations géopolitiques complexes ou des attaques terroristes, n'était jamais vue. Donc la première chose, ça a été d'assimiler tout ça et justement d'essayer de retrouver ce point d'équilibre. Et une des choses qui a été faite et qui nous amène au contexte d'aujourd'hui, c'est-à-dire que quand tu parles d'autonomie, moi c'est des choses que j'aime beaucoup, parce que en fait on a simplement descendu ce point d'équilibre au niveau le plus petit, qui est quasiment le niveau individuel, en demandant à chaque personne d'équilibrer sa charge de travail, de faire en sorte, moi je me souviens, ce qui décrivait le plus, c'est faites en sorte que ça marche. Et aujourd'hui, on est encore dans ce schéma-là, c'est-à-dire que, alors pour parler des entreprises industrielles, nos usines ont continué à tourner parce qu'on ne peut tout simplement pas faire autrement. Et là-dedans, il y a eu de l'adaptation, et encore une fois avec un soutien de tout le monde. Au niveau des bureaux, comme le gouvernement nous en donne toujours l'instruction, on n'est toujours pas revenu à une situation normale. Simplement, des concepts qui peuvent être perçus dans des grandes métropoles, du flex office, de l'itinérance, ce genre de choses dans des sociétés industrielles, des ETI de province, c'est des choses qui ne sont pas forcément applicables en l'état. Et aujourd'hui, on est dans une logique d'avoir donné énormément d'autonomie à chaque équipe de s'organiser. Encore une fois, la consigne du gouvernement était claire, c'était le quoi qu'il en coûte et de faire en sorte que l'activité puisse continuer. Parfois, faire en sorte que l'activité puisse continuer, c'est autoriser les gens à venir 1 jour par semaine, à venir 2 jours par semaine, identifier, Nadine l'a résumé beaucoup mieux que moi, les points de déséquilibre, permettre aux gens, parce qu'il y a des vraies situations de détresse après 6 mois, 1 an, permettre aux gens de pouvoir revenir sur le lieu de travail. Mais avec la réalité du jour, c'est qu'aujourd'hui, la situation reste toujours critique. Aujourd'hui, les équipes sont toujours officiellement
en télétravail. Alors on a pu sortir des dispositifs de chômage partiel un petit peu comme tout le monde parce que là on était vraiment sur le premier stage de l'urgence, mais ça reste qu'on a des équipes qui sont sur des roulements, on a tout un tas de choses qui sont encore prohibées dans l'entreprise, typiquement des réunions à plus de X personnes, des réunions qui dépassent du temps, on est toujours sur des gestes barrières qui doivent être respectés strictement, et ça tant que le gouvernement n'a pas donné la consigne, ce sera difficile entre guillemets de passer au stade supérieur, de faire remonter cet échelon décisionnel et de décider ce qui doit être appliqué à l'échelle de toute une entreprise. Quand on pense qu'une entreprise, ça peut être un pays, ça peut être 50 pays, ça peut être une usine, ça peut être 50 usines, et ça peut être une particularité comme ça peut être 50 particularités. Et le dernier point, et c'est intéressant que vous en ayez parlé toutes les deux, c'est de aussi mettre un petit peu d'ordre dans tous ces systèmes de communication parallèles qui ont été créés. Typiquement WhatsApp c'est super, mais on ne doit pas communiquer des informations confidentielles sur WhatsApp et pourtant c'est si simple, surtout avec les enjeux de sécurité qui arrivent aujourd'hui. Donc maintenant notre challenge c'est à la fois de quand même maintenir cet état de crise, parce qu'on reste encore une fois dans un état de crise, de faire en sorte d'imaginer quels seront nos challenges demain pour pérenniser et trouver le modèle de travail, sachant que ça ne se réglera pas par un seul modèle de travail, c'est une certitude. Et également d'assurer à ce que chaque collaborateur puisse retourner dans une sorte de normalité. On a des gens qui travaillent à 23h alors qu'ils ne devraient pas travailler à 23h. On a des gens qui... Alors, il y a toujours cet équilibre, encore une fois, voilà, j'en reviens au début de mon intervention. Notre job, c'est de trouver l'équilibre. On a été déséquilibré de la manière la plus violente possible. Maintenant, il va falloir retrouver ce point d'équilibre et continuer à avancer de cette manière-là. Mais Fabien, juste, je me permets de rebondir sur ce témoignage-là. Et est-ce que, d'après toi, la sortie de crise, est-ce qu'on va revenir au fonctionnement que vous aviez avant dans l'entreprise, ou est-ce que tu penses qu'au contraire, là, vous allez vraiment intégrer tout ce nouveau schéma pour en créer un nouveau après la crise ? Je pense qu'on l'a déjà intégré parce que là on parlait de France spécifiquement, mais Paola l'a très bien dit, ça se passe pas partout pareil. Donc on a effectivement des pays qui ont basculé sur des modèles totalement différents. Maintenant c'est toujours plus simple de basculer une filiale qui a 50 ou 100 personnes dans une grande ville avec des bureaux, avec des bails courts ou ce genre de choses qui sont en fait quasiment du service, plutôt que de pérenniser ces modèles sur des usines, sur des entrepôts logistiques, avec tout un écosystème, parce que ça aussi on a tendance à l'oublier. Là où un industriel est installé, vous avez tout un écosystème qui s'installe autour. Si vous changez de manière de fonctionner, vous perturbez l'équilibre de tout l'écosystème. Vous n'avez pas demandé aux camionneurs d'arrêter de travailler d'ici ou d'aller chercher ses livraisons 15 jours sur 2 quand lui il a besoin d'aller chercher tous les jours. Vous n'allez pas demander aux routes de s'adapter différemment, aux gens d'emmener leurs enfants à l'école différemment sur des pays qui ne pratiquent pas les mêmes horaires. Donc aujourd'hui, oui, le modèle va changer. Après, est-ce qu'il changera aussi vite que sur le segment des services? Je ne sais pas. La règle aussi de cette crise, c'est qu'on ne peut plus rien affirmer. En tout cas, on va tout faire pour essayer de s'y adapter de la manière la plus douce possible et avec la confiance, parce que vous l'avez toutes les deux dites, et ça c'est aussi quelque chose je pense qu'on constate de partout, c'est qu'on râle beaucoup sur l'esprit français, mais l'esprit français fait confiance et les Français ont honoré la confiance qu'on a placée en eux. Donc l'essentiel c'est ça, c'est que la base est là, maintenant à nous de trouver la suite. Merci Fabien. Paola, du coup, je me tourne vers toi. Là, il y a un nouveau témoignage encore une fois de Fabien. D'après toi, c'est quoi les axes de réflexion qu'une entreprise qui réfléchit justement à sa stratégie de télétravail, quels sont les différents volets auxquels il faut absolument qu'elle réfléchisse? Et puis, je saisis l'opportunité, puisque Fabien a parlé de Flex Office, pour peut-être aussi te demander de nous parler du concept de Flex Office. Alors, je vais répondre déjà à la première question. Et effectivement, je pense que comme vous l'avez très justement dit, il y a deux constats qui sont majeurs. C'est que là, on n'a jamais été aussi près de l'individu. Parce que d'habitude, le principe de management, le principe d'entreprise, c'est quand même avec une logique de volume, où tout le monde va faire la même chose. Là, finalement, le télétravail pose la question de l'individu, puisque chaque individu est différent dans son contexte personnel, dans sa fonction. Et on n'a jamais été aussi proche, finalement, du pro-perso. Donc déjà, un entrepreneur, il doit prendre ça en compte.
C'est-à-dire que finalement, c'est le pro qui rentre dans le perso, mais Ouais, où il se mélange. s'arrête, où il Oui, commence. c'est ça. Oui, puisqu'on va chez les gens, Bien sûr. finalement, et les gens travaillent de chez eux. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense que cette crise a aussi montré, ce télétravail a montré, et je pense que c'est une très bonne chose, le rôle social et sociétal de l'entreprise. On parle de lien social, mais là, je pense qu'il y a une prise de conscience majeure qui a été faite, tant par le besoin en fait, finalement qu'apporte l'entreprise d'échanges, etc. Et donc, disons que le deuxième point, c'est comment reconstruire ce lien social dans une relation à distance. Télétravail, mais relation à distance, quelle qu'elle soit, les marques se posent la même question par rapport aux consommateurs. Donc effectivement, c'est comment transformer le lien social, c'est-à-dire être à distance, mais en étant très proche. Je pense que ça, c'est une vraie question et ça s'applique à peu près, à mon sens, à toutes les entreprises et tous les métiers. C'est garder la proximité dans la distance, qui est un vrai challenge à relever. Après, évidemment, je pense que la question de la technologie, la question de la protection, de la data, la question de l'équipement est très importante. Finalement, en fonction du secteur d'activité qu'on a, alors typiquement, on va prendre le service, mais l'industrie a la même problématique, c'est on échange des données dans une logique beaucoup plus lointaine. Donc effectivement, comment on protège ces données? Un PC portable, il est disponible par tous, il peut être vu par n'importe qui, il y a peut-être des données confidentielles. La question de la data est très stratégique. Et ensuite, il y a la question de l'équipement. Je pense que voilà, si on brosse les trois trucs, c'est finalement le management dont on a parlé, la reproduction du lien social avec juste derrière le risque psychologique, qui est quand même présent. On voit qu'il y a des gens, il y a eu des souffrances, des détresses, on en parle dans le guide, et comment détecter ces détresses. Alors, nous, par exemple, à titre d'exemple, on l'a mis en place chez Wisecom, on a mis en place un autre canal hiérarchique, un autre plutôt canal de communication, parce qu'à un moment, le manager ne peut pas être la seule voie de communication pour détecter finalement une forme, entre guillemets, de mal-être, de manque de motivation ou de détresse. Et donc, à travers on a mis en place, on avait un service qualité, on a donné ce rôle au service qualité, en plus, qui était là, en fait, finalement, pour permettre aux salariés d'échanger sur un autre champ que le champ hiérarchique, pour pouvoir créer finalement ce lien. Parce que quand on ne voit pas les gens, encore une fois, on ne voit pas quand ils vont bien, ils vont mal. Donc voilà un peu pour moi les trois axes: social, lien social, risque psychologique, comment créer ce lien, de toute la partie effectivement technologique, numérique et managériale, proximité. Ça, c'est un peu les trois conseils, si j'avais trois conseils à donner. Puis après, pour répondre à ta question sur le flex office, alors moi je pense que la mutation du télétravail, elle est engagée. Ouais. Voilà, qu'on le veuille ou non. C'est un peu comme finalement l'intelligence artificielle, la transformation environnementale. On est dans les transformations et moi je suis profondément, je pense, positive et je me dis ça vaut mieux embrasser les transformations que les réfuter. Donc comment aller? Donc maintenant, nous on a institutionnalisé le télétravail, mais avec des fréquences et en prenant en compte ce postulat de chacun est différent, que tout le monde n'a pas la même fonction et n'a pas la même possibilité, chaque secteur et chaque personne est différente. Donc voilà, après je pense que je ne crois pas forcément au télétravail en mode home office à 100%. Ouais. Je crois au flex working. On peut appeler aussi flex office, mais pour moi, le flex working, c'est une dimension plus large. C'est une dimension, avec plusieurs prismes. C'est la possibilité de travailler dans un autre lieu que son entreprise. Et donc ça peut ouvrir la porte à la mobilité, ça peut ouvrir la possibilité, on sait qu'il y a certains grands groupes hôteliers qui réfléchissent à transformer, et qui le font déjà, certains lieux comme des hôtels pour ouvrir la porte à des gens qui habiteraient à côté mais qui sortent de leur lieu de personnel pour aller sur leur travail. Donc moi je crois finalement cette solution un peu sur mesure qui respecte à la fois l'entreprise et ses obligations mais aussi le salarié, ses volontés. Voilà. Il y a le nomadisme professionnel qui plaît beaucoup aussi aux jeunes, de se dire qu'ils peuvent travailler de n'importe où dans le monde et puis même voyager toute l'année tout en travaillant, c'est quelque chose qui les attire beaucoup. Tout à fait, on peut imaginer qu'il y ait des espaces partout dans le monde et que l'entreprise prenne finalement peut-être un abonnement, je ne sais pas sur quelle forme, et qu'elle puisse aller, que le salarié puisse aller dans ces espaces, travailler parce qu'il sortirait de son cadre personnel, alors soit de chez lui, mais soit en voyageant partout. Tout à fait, il y a plein de schémas, et à mon avis il faut aller vers ces schémas, et il n'y aura pas un schéma. Je ne crois pas à la solution unique, je crois à la multisolution. Voilà. Avant de poser une question à Nadine, je voulais revenir vers toi par rapport à ta position aujourd'hui au niveau du MEDEF. Est-ce que tu penses que les entreprises doivent aussi se responsabiliser par rapport à l'équipement? Je pense notamment aux chaises ergonomiques, parce qu'on parlait du lien social, mais il y a aussi le volet santé un petit peu. Et aussi, on entend beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui voient le télétravail comme un peu la belle affaire de se dire que je vais pouvoir réduire mes superficies au niveau de mes entreprises, puisque je vais faire du flex, et puis donc je vais avoir besoin de moins de place, je vais réduire le loyer, mais sans pour autant
envisager de compensation vis-à-vis du salarié. Est-ce que c'est le rôle des entreprises de se responsabiliser là-dessus? Il y a plein de questions. Je vais essayer de répondre, faire le vide pourtant. Déjà, effectivement, si je prends notre métier, les centres d'appel, il y avait une barrière, hein, entre guillemets, financière à l'entrée naturelle, puisque qui voulait grossir devait avoir des locaux, on est un peu comme un hôtelier. Ouais. Donc effectivement, le télétravail, et Noé premier, c'est quelque chose qui lève cette barrière, qui est très intéressant, qui permet à certains acteurs de rentrer et d'être compétitifs. Donc pour répondre à ton point, oui, effectivement, la transformation des locaux, forcément, enlève une barrière financière dans certains secteurs. Mais par contre, par ailleurs, effectivement, la qualité de travail et la qualité de vie du salarié est très importante. Bon, je parlais tout à l'heure de la limite pro-perso. Ouais. Alors, moi, j'aime pas mettre tous les rôles sur l'entreprise, par contre. L'entreprise, elle est très contributive, elle fait de son mieux. Mais moi, je pense que c'est un travail commun, c'est un travail d'équipe. Nous, en interne, on essaie de faire contribuer aussi les salariés, c'est-à-dire de trouver le bon médian. Mais effectivement, l'entreprise va vers l'équipement des salariés, va vers ça, dans une certaine mesure. Elle ne va pas tout équiper. Nous, on a par exemple, alors il faut se rendre compte que parfois Internet n'est pas présent partout. Donc nous, on a équipé certains salariés, et même en Ile-de-France, avec de la 4G, avec des clés 4G. Donc oui, ça fait partie. Mais après, est-ce que systématiquement l'entreprise doit mettre carrément un bureau dans le... Non. Il y a un juste milieu à trouver, je suis pour les consensus et les compromis. Ouais. Voilà. Non, mais juste milieu, après c'est pas juste donner un PC portable, ça peut aller quand même un petit peu plus loin, mais tout en gardant bien la distinction entre le chez soi et le... Ouais. Et après je clôturerai peut-être en disant, je pense que l'entreprise doit aussi permettre justement trouver des moyens de communication surtout. Il y a le côté physique, environnement, mais il y a aussi le côté communication qui, comme l'a dit très justement Fabien, est majeur. Et là, l'entreprise doit trouver des solutions pour proposer d'autres façons de communiquer à distance. C'est là le grand challenge. Ouais. Merci Nadine. Du coup, on a parlé un petit peu tout à l'heure des compétences managériales. Je voulais élargir un petit peu le sujet des compétences et puis aussi revenir un petit peu sur les compétences numériques, quand même aussi le sujet pour nous, je ne vous le cache pas. Toi Nadine, tu es secrétaire générale de la Fédération de la formation professionnelle, je le rappelle, qui est devenue les acteurs de la compétence. Oui. Quel rôle est-ce que les organismes de formation, les entreprises de formation aujourd'hui qui sont aux côtés des entreprises dans ces mutations, dans ces transformations, quel rôle est-ce que ces entreprises ont-elles à jouer justement dans toute la question du télétravail? Alors, le rôle effectivement de nos entreprises, alors je rappellerai les acteurs de la compétence, ce sont presque 1300 adhérents aujourd'hui. On représente donc 3 milliards de chiffre d'affaires. On forme 6 millions de personnes, donc c'est une représentativité nationale importante, hein, et on a 13 délégations régionales. Donc effectivement, alors, les acteurs de la compétence, puisqu'aujourd'hui, au sein de notre fédération, on a des entreprises de formation, des associations de formation, mais également des éditeurs, des certificateurs, comme ICDL et autres structures qui touchent à la compétence. Voilà. Donc, je dirais par rapport à la compétence numérique, à la compétence digitale, hein, parce que, et vous l'avez vraiment évoqué tous les deux, c'est un point quand même essentiel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler télétravail sans compétences numériques ou sans compétences digitales. C'est lié. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Il y a, comme le disait très bien Paola, c'est que on a une diversité de situations de nos collaborateurs, que ce soit en termes d'équipement, que ce soit en termes de matériel, que ce soit au niveau des réseaux, que ce soit... Donc, ça veut dire que les managers et les entreprises doivent prendre tout ça aussi en compte. Et après, effectivement, c'est de l'échange, de la négociation, mais on ne peut pas retirer, je dirais, tout ça est lié. Hein, on ne peut pas faire des petits bouts, tout ça est lié. Alors, les adhérents, je dirais, des acteurs de la compétence, eh bien, ils sont, on a toutes les représentations, je dirais, pour aider, accompagner les compétences des personnes, des individus, des sociétés, des salariés d'entreprise. Bon, je rappelle qu'aujourd'hui, on est
il y a une baisse de la formation des salariés des entreprises au regard je dirais de la dernière loi. Et donc, tous les acteurs qui sont liés à la fédération sont en capacité d'aider, d'accompagner effectivement les salariés, les demandeurs d'emploi, les apprentis et les entreprises à évoluer, à monter en compétences, puisque c'est là le sujet, monter en compétences par rapport à toutes ces thématiques du télétravail et des compétences numériques et digitales. Merci Nadine. Je pense que Fabien l'a bien dit, tu aurais dû être là à ses côtés le jour du premier confinement, et effectivement je pense que pour conclure là-dessus, les entreprises de formation sont là pour aider, pour accompagner les entreprises dans toutes ces mutations, donc il ne faut pas hésiter à faire appel à ces entreprises. Merci à vous tous pour ces interventions. J'en profite juste pour terminer là-dessus, pour préciser que chez ICDL, tous les tests d'évaluation sur les compétences numériques sont 100% gratuits, donc il vous suffit d'aller dans un des 800 centres de formation habilités pour faire évaluer ces compétences, dont sur le télétravail, donc ça peut être un bon moyen aussi d'accompagner les entreprises. Et puis donc merci à vous trois. Il y aurait encore tellement de choses à dire effectivement sur le sujet qui est passionnant, mais moi je suis convaincu que vos interventions ont surtout permis à beaucoup de personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, en fait de lever un peu le débat et de réfléchir un petit peu différemment à ce télétravail. Donc merci Paola, merci Nadine, merci Fabien, merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir. Je vous souhaite une très bonne fin de salon de la REF et puis à bientôt, et merci encore pour votre intervention.